dans la loi de transition énergétique et ce qu'elle change dans le cadre de soutien aux énergies renouvelables. Pour énergie partagée, je me suis concentré sur énergie renouvelable électrique, qui n'est pas la totalité de l'activité d'énergie partagée, mais qui en est actuellement la majorité. Et puis aussi parce que la loi de transition énergétique change assez profondément le cadre pour les énergies renouvelables électriques et ne change pas grand-chose pour les énergies renouvelables chaleur ou gaz. J'ai fait cette présentation exprès pour ce soir. C'est pour ça que je suis très malheureux de voir que j'ai laissé la date du 26 janvier 2015. C'est même un peu dommage parce que ça faisait longtemps que j'avais pas refait une présentation exprès pour une demande. Et pour une fois qu'elle est entièrement reconçue que pour vous, j'ai laissé une vieille date. Donc je vais la faire en deux parties, cette présentation. La première sur le cap que nous donne la loi de transition énergétique en matière de production renouvelable. Et le deuxième sur les systèmes de soutien à l'électricité renouvelable et surtout ce que la loi change. C'est une partie qui va être un petit peu sportive, alors j'espère que je serai assez clair, assez pédagogue. On prendra de toute façon le temps qu'il faut pour essayer de clarifier cette partie-là. Je vais parler surtout des conséquences pour les porteurs de projets, mais je vais quand même parler un petit peu de la mécanique en amont, de ce qui change sur les systèmes de soutien. Pour ce qui est du CAP, je ne vous ai pas présenté, mais je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent. Nous sommes une association de protection de l'environnement qui rassemble tous les acteurs territoriaux de la transition énergétique, efficacité énergétique, sobriété, énergie renouvelable, etc., avec une activité importante en animation de réseau et en proposition, en lobby pour faire avancer cette transition énergétique. Et nous animons des réseaux thématiques comme le réseau des territoires énergie positive ou sur la précarité énergétique. Je vais passer sur cette partie pour me concentrer sur ce qui vous intéresse le plus. Donc, j'ai dit d'abord le cap. Le cap, je vous ai refait un graphique rapide des objectifs en matière d'énergie renouvelable. Donc là, on parle toutes énergies, on ne parle pas spécifiquement électricité. La France avait à peu près 10% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique avant de commencer à avoir des politiques énergétiques visant à les développer. Comme vous voyez sur ce graphique, à part l'année 2011, qui est quand même un point singulier, ça a été en hausse constante, pas aussi rapide qu'il faudrait, mais en hausse assez constante, pour nous amener autour de 15%. Alors autour de 15%, c'est nettement mieux que les 10% du début des années 2000. C'est néanmoins pas satisfaisant, puisque comme vous voyez sur les deux points un petit peu plus isolés, vous voyez sur les deux points plus isolés, je voulais tracer, mais ça marche pas. Pour 2020, l'objectif est de 23% d'énergie renouvelable. Donc on voit bien que la tendance ne nous y emmène pas. Et la loi pour la transition énergétique nous a fixé un nouvel objectif pour 2030, donc dans une quinzaine d'années, pour 32% d'énergie renouvelable. Donc l'intérêt de ce nouvel objectif, c'est d'abord de dire que les mesures qui sont prises, les investissements qui sont faits aujourd'hui pour l'objectif 2020 sont pérennes. Il ne faut pas investir en se disant qu'après 2020 tout va s'arrêter, mais au contraire qu'on est sur une tendance de long terme. Et quand on voit finalement les investissements réalisés entre maintenant et 2020 et entre 2020 et 2030, la tendance est à peu près la même. Donc, l'intérêt de la loi de transition énergétique, là, est de nous fixer un cap à moyen terme qui est ambitieux, voire très ambitieux, hein, je ne l'ai pas dit, mais là, si on s'est fixé l'objectif de 23% en 2020, c'est parce que l'Union européenne nous y a obligés. La France ne le souhaitait pas du tout. L'Union européenne avait, elle, 20% d'énergie renouvelable comme objectif pour 2020 et elle a donné un peu plus à la France. Pour 2030, c'est le contraire. L'Union européenne s'est fixé seulement 27% et la France est allée plus loin. Donc, le cap est intéressant. Il est très ambitieux, peut-être exagéré, mais il est ambitieux et il change significativement la donne. Il montre que le cap va progresser. Quand on veut simplifier, en général, je dis un tiers d'énergie renouvelable à partir de 2030. Et puis, s'il faut continuer à donner quelques chiffres, puisque je vous ai dit que ça, c'était sur énergie renouvelable, toutes énergies renouvelables, si on se concentre sur l'électricité, alors on aura 40% d'électricité renouvelable en 2030. Et donc seulement 50% de nucléaire, vous savez que c'est l'objectif qui a fait beaucoup de bruit, et donc 10% de fossiles comme aujourd'hui. Donc 40% d'électricité renouvelable en 2030. Et puis un mot quand même sur l'efficacité énergétique, parce que même quand on parle, quand c'est une présentation renouvelable, j'ai du mal à pas parler un peu d'efficacité énergétique, et vous verrez que ça a une implication sur les renouvelables de toute façon. C'est que la loi nous pose un objectif d'efficacité énergétique pour 2030 qui est de baisser de 20%
la consommation entre 2012 et 2030. Donc en 18 ans, la consommation de la France doit baisser de 20%. En gros, on doit passer de 160, 150 plutôt millions de tonnes d'équivalent pétrole à 120 en 2030. Donc c'est une baisse significative. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pour atteindre notre tiers d'énergie renouvelable en 2030, si la consommation d'énergie restait la même qu'aujourd'hui, il faudrait alors produire 48 millions de tonnes d'équivalent pétrole de renouvelables. Si la consommation baisse comme prévu, il suffit d'en produire 38 millions. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence énorme de 10 millions de tonnes d'équivalent pétrole, ce qui nous permet de montrer que de toute façon, renouvelables et efficacité énergétique sont liés, c'est-à-dire que pour atteindre notre objectif d'énergie renouvelable de 32% en 2030, il faut à la fois faire des énergies renouvelables et faire de l'efficacité énergétique. Et puis l'objectif d'efficacité énergétique est aussi fixé pour 2050. Alors là, on est sur du long terme. La loi dit que on doit diviser par 2 notre consommation d'énergie d'ici 2050. Donc là, c'est un objectif ambitieux pour lequel on s'était beaucoup battu. C'est en gros les tendances qui sont données par le scénario Négawatt et par le scénario ADEME de rupture forte de la consommation d'énergie avec à la fois beaucoup de sobriété et beaucoup d'efficacité énergétique. Et là, on constate que si par exemple, en 2030, on atteint notre objectif de baisser de 20% la consommation d'énergie et d'avoir 32% de cette énergie d'origine renouvelable, eh bien, ça veut dire qu'on produirait environ 38 millions de tonnes d'équivalent pétrole d'énergie renouvelable en 2030. Et bien, ces 38 millions de tonnes d'équivalent pétrole rempliraient déjà plus de la moitié de la conso d'énergie 2050. Ça veut dire que finalement, il y aurait même plus tant que ça d'énergie à aller chercher pour atteindre le 100% énergie renouvelable à terme pour 2050. Donc, la loi sur la transition énergétique nous fixe un cap ambitieux sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique. Mais comme vous allez le voir, sur les moyens, elle est un peu plus légère. Parce que une fois vu ce côté cap, on va parler des moyens. Nous avons créé avec les collègues du réseau Action Climat un outil qu'on a appelé le transitiomètre, c'est-à-dire un outil qui a pour objectif de mesurer la capacité du projet de loi à atteindre les objectifs qu'il se fixe lui-même. Et nous avons estimé en gros qu'il y avait un tiers des mesures, ou à peu près 30% des mesures qui permettraient d'atteindre les objectifs fixés par le projet de loi sont prises, et le reste à prendre. Donc, encore beaucoup de boulot sur la mise en œuvre de la loi sur la transition énergétique, mais globalement, le cap qu'elle pose est très intéressant. Et maintenant, je vais donc me concentrer sur la partie qui nous concerne le plus, qui est ce soir, qui est la partie soutien à l'électricité renouvelable, parce que la loi et les décrets qui sont en train de suivre constituent une petite révolution dans le monde de l'électricité renouvelable. D'abord, je rappelle que quand on définit les soutiens à l'électricité renouvelable, il y a 2 notions importantes. On avait tendance à parler de tarif d'achat tout le temps. Alors j'ai entendu parfois rachat, je l'ai même entendu à l'introduction tout à l'heure. On dit surtout pas tarif de rachat. Les producteurs renouvelables n'ont pas à se racheter et l'électricité n'est pas revendue. C'est une première vente, c'est une belle électricité de première main. Donc on parle de tarif d'achat. Le tarif d'achat, il a 2 caractéristiques. D'une part, le producteur sait à quel prix il va vendre sur toute la durée d'un contrat, souvent 15 ans, parfois 20 ans. Donc, il connaît le prix de vente de son produit, de son bien, l'électricité, sur toute la durée d'un contrat sur un temps long. Et par ailleurs, on sait que tout producteur ou tout porteur de projet qui répond aux normes réglementaires et légales aura droit à ce tarif d'achat. Et c'est en ça qu'on peut opposer l'appel d'offres au tarif d'achat, où l'administration dit maintenant guichet ouvert, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en tarif d'achat sur l'éolien ou sur du photovoltaïque moins de 100 kVA ou de moins de 100 kW, n'importe quel porteur de projet peut demander le tarif d'achat et y a droit. S'oppose à ça des guichets fermés, qu'on appelle des appels d'offres. Tout le monde n'y a pas droit. Le gouvernement ouvre un appel d'offres et il va retenir un certain nombre de candidats en fonction de différents critères, en particulier le prix, mais pas uniquement. Donc on distinguera bien appel d'offres, qui se pratique un peu aujourd'hui et qui risque de se pratiquer un peu plus à l'avenir, et guichet ouvert, ce qui est le cas dans les systèmes de tarifs d'achat actuels. Et deuxième chose qu'il faudra bien distinguer là dans ce que je vais dire après, parce que c'est maintenant que ça va commencer à se compliquer un petit peu, donc bien distinguer appel d'offres, guichet ouvert, et ensuite bien distinguer tarif d'achat et complément de rémunération. Qu'est-ce que ce complément de rémunération? C'est ce que je vais tâcher d'expliquer maintenant. C'est ce vers quoi les énergies renouvelables vont évoluer progressivement.
Ce slide, je reviendrai dessus après. Aujourd'hui, quand un producteur, un exploitant de sites de production renouvelable produit, il vend son électricité toute l'année, là sur les 8800 heures de l'année, il vend son électricité au même prix, quelle que soit sa production, il sait à combien il va vendre. Là, j'ai pris à peu près un tarif d'achat éolien autour de 85 € par mégawattheure. À tout moment de l'année, il vendra ça et il se soucie pas des prix de l'électricité sur les marchés. Sauf qu'on a eu pas mal de difficultés ces derniers temps, c'est que le marché de l'électricité est devenu un énorme bazar. Pour ceux que le sujet intéresse, je vous renvoie à notre revue Claire Info. On a fait un numéro spécial marché de l'électricité pour essayer de décrypter un peu ce sujet compliqué. C'est un grand bazar sur le marché de l'électricité parce que on a de la surproduction, on a développé beaucoup de capacités renouvelables, la consommation d'énergie de l'électricité n'augmente pas et on n'a pas fermé les capacités fossiles et fissiles. Donc on est en surproduction. Et par ailleurs, on est en surproduction, mais on est de plus en plus en surproduction avec des capacités qui ne se modulent pas en fonction de la demande. Du solaire ou de l'éolien, ça se module assez peu en fonction de la demande, parce que de toute façon, ça coûte pas plus cher de produire que de s'arrêter. Et puis en plus, quand on est en système d'obligation d'achat, on n'a même pas de, quel que soit le prix de l'électricité sur les marchés, on n'a pas de signal prix parce qu'on vend au même prix. Et pour le nucléaire, c'est même pire. S'arrêter pour redémarrer, ça coûte de l'argent. Donc on a un système qui est finalement assez rigide, à la fois avec du renouvelable, on va dire fatal, et du nucléaire fatal, qui sont pas flexibles en fonction de la demande. Et avec toute cette production, eh bien, il arrive de plus en plus que la quasi-totalité de la demande européenne soit couverte par ces moyens de production qui ne sont pas sensibles à la demande. Donc ça fait que l'électricité sur les marchés ne vaut plus grand-chose parce que la quasi-totalité de la demande est couverte par une offre qui n'est pas liée à la demande. Et donc ça a eu des conséquences assez énormes, en particulier sur les centrales gaz, notamment les centrales gaz allemandes qui étaient censées remplacer le charbon. En fait, ces centrales gaz, elles sont quasiment toutes sous cocon, c'est-à-dire à l'arrêt pour du moyen terme, parce qu'elles sont plus rentables. Et à l'inverse, les centrales charbon allemandes, elles, sont rentables et ont tendance à tourner plein pot parce que le prix du carbone est très bas, parce que le prix du charbon a beaucoup baissé à cause des gaz de schiste américains, etc. Donc, un énorme bazar sur le marché de l'électricité qui ne fonctionne plus, le prix de l'électricité sur les marchés européens qui est beaucoup trop bas pour permettre n'importe quel investissement. Et donc, il y a eu une envie de la plupart des pays européens et en particulier de la Commission européenne de dire il faut maintenant que les nouvelles capacités d'électricité renouvelable passent par le marché, qu'elles aient un signal marché, parce qu'il faut qu'elles essaient de s'adapter un petit peu à ce marché, de s'y intégrer. Donc, on s'est dit qu'il fallait sortir de la logique pure tarif d'achat et de leur donner un signal marché. Mais en même temps, comme je vous ai dit, l'électricité sur les marchés est beaucoup trop basse aujourd'hui, elle est environ à 40 € par mégawattheure. Or, pour faire tourner de l'éolien, il faut à peu près être à 80. Pour du solaire, bon, c'est variable, mais il faut être entre 80 et 200. Donc, on a besoin d'un complément au prix de marché. Donc, ce qu'on s'est dit dans un premier temps, c'est, eh bien, on va proposer aux vendeurs, aux producteurs renouvelables de vendre leur électricité sur le marché et on leur donnera un complément, une prime qui va compenser ce qui manque à leur rentabilité. C'est le dessin que vous voyez. Alors là, c'est moi qui ai généré un prix tout à fait aléatoire sur les différentes heures de l'année. Mais on peut imaginer que le prix de l'électricité varie entre 10 € et 90 € sur l'année et que le producteur ait une compensation, c'est-à-dire une prime qui va venir en plus pour lui assurer sa rentabilité. Donc là, on pourrait dire, bah, c'est super, tout le monde est content, le marché de l'électricité va être content parce que l'éolien et le solaire vont injecter leur production sur ce marché, et en même temps, les producteurs sont contents parce qu'ils gardent une rémunération stable. Sauf que, évidemment, que c'est un peu trop beau pour être vrai, parce que dans ce cas-là, il n'y a toujours pas vraiment de signal prix. Il n'y a pas de signal prix pour les producteurs. Les producteurs se foutent complètement du prix de l'électricité sur le marché parce qu'ils ont toujours la même rémunération. L'objectif de la Commission européenne était de dire qu'il faut que ceux qui produisent plus tôt au moment où l'électricité est un petit peu chère aient une rémunération plus élevée et que ceux qui produisent plus tôt au moment où l'électricité est très peu chère aient une rémunération plus faible. Donc il y ait un signal prix qui soit renvoyé aux producteurs. Alors c'est sûr que pour les producteurs solaires et éoliens, c'est quand même pas évident parce qu'ils ont très peu de marge de manœuvre sur le moment auquel ils produisent.
Alors, on peut toujours dire qu'ils peuvent programmer au moment où programmer leur maintenance au moment où les prix de l'électricité sont bas ou des choses comme ça. Mais ils ont une faible marge de manœuvre. Il n'empêche qu'il a été décidé qu'il fallait leur donner un signal prix. Et donc, ce qui a été décidé de faire, ça n'est pas de compenser chaque site énergie renouvelable, chaque site éolien, solaire ou autre, en fonction de la différence entre le tarif d'achat, ici 85 euros par mégawattheure, et le prix du marché, mais de compenser la moyenne du parc. Là, par exemple, on va dire que c'est la moyenne du parc éolien. On regarde quel était le prix sur les marchés à un certain moment, et on dit, l'éolien pour être rentable a besoin de 85 euros par mégawattheure. Tel jour, l'électricité sur les marchés était à 45, donc on va donner 40 euros par mégawattheure à tous les producteurs éoliens pour ce jour-là. Et ceux qui auront produit, là je passe au slide suivant, ceux qui auront produit plus tôt au moment où les prix qui auront plutôt produit beaucoup au moment où le marché de l'électricité était élevé, vont avoir 40 euros plus, un peu plus via les marchés, et ceux qui auront été moins bons, qui auront moins produit au moment où le prix sur les marchés était élevé, auront un peu moins. Donc en gros, il y a un petit signal prix parce que tous les producteurs éoliens ont la même prime, mais tous n'auront pas produit exactement au même moment. Donc c'est ça la logique du déplacement d'un tarif d'achat, toujours le même, vers une logique de complément de rémunération, c'est-à-dire les acteurs vont vendre sur le marché et récupérer une prime qui va être la même pour tous ceux qui utilisent la même technologie, la même pour tous ceux du solaire, la même pour tous ceux de l'éolien, de tant d'euros par mégawattheure. Donc ceux qui auront mieux vendu sur le marché vont plutôt gagner plus d'argent, ceux qui auront moins bien vendu sur le marché vont plutôt gagner moins d'argent. Donc c'est faire porter, du point de vue économique, un économiste dirait que finalement c'est faire porter le risque qui a été porté par le consommateur, le faire porter par l'exploitant. Parce que juste ici, quand les prix, jusqu'ici c'est le consommateur par la CSPE qui payait la différence entre le prix sur les marchés et le tarif d'achat. Et de plus en plus, ce risque-là va être porté par le producteur, avec les conséquences qu'on va voir tout à l'heure. Alors, à qui est-ce que ça va s'appliquer? Eh bien, la Commission européenne a publié ce qu'on appelle des lignes directrices. En français, on dit parfois les guidelines, on utilise parfois le terme anglais. C'est-à-dire qu'elle a défini ce qui est une aide d'État acceptable et ce qui ne l'est pas. Vous savez que les aides d'État sont régulées au niveau européen. Et donc, elle a défini que les tarifs d'achat, tels que nous on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire guichet ouvert d'une part sans mise en concurrence et d'autre part le même tarif sans signal pris par le marché, ça ne pourra plus s'appliquer que pour les centrales de moins de 500 kW. En gros, elle nous dit deux choses, c'est une directrice. Qu'il faut passer en complément de rémunération, des fois on dit en marché plus prime, donc un complément qui s'ajoute à une vente sur le marché pour tout système de plus de 500 kW, sauf pour l'éolien où il y a une dérogation à 3 mégas, à partir du 1er janvier 2016, autrement dit dans un mois. Et par ailleurs, à partir du 1er janvier 2017, toute aide donnée, donc que l'aide soit un système de tarif d'achat, un vente totale ou un système de marché plus prime, toute aide donnée doit passer par un appel d'offres, une mise en concurrence pour toute installation de plus d'1 mégawatt. Pour l'éolien, c'est 6 mégawatts. Alors ça, attention, c'est à partir du 1er janvier 2016, il y a une petite subtilité, c'est pour tout nouveau système d'aide mis en place à partir du 1er janvier 2016. Donc nous, on s'est beaucoup battu auprès de l'administration pour conserver notre système d'aide en disant mais attendez, le système il est déjà en place, donc on devrait pouvoir le conserver. Simplement, comme la France n'avait pas notifié son système d'aide auprès de la Commission européenne, la France savait qu'il était fragile et avait assez peur. Elle avait seulement notifié, pour ceux qui s'en souviennent, le système d'aide à l'éolien, le tarif d'achat éolien, parce que les anti-éoliens ont fait tomber le tarif d'achat. Il a été annulé. La France a dû en passer un autre il y a 1 an et demi à peu près. Elle l'a notifié, ce qui fait que finalement, en notifiant son tarif, le système de tarif d'achat éolien, la France l'a rendu robuste pour 10 ans. Donc il va rester pour 10 ans. Finalement, les anti-éoliens ont rendu le système de soutien à l'éolien beaucoup plus puissant. Raphaël, il y a une... Oui, Raphaël, il y a juste une question plus de compréhension de Robert Rochon. Ouais. Voilà. Je vais l'avoir, c'est par installation. Donc en gros, quasiment tout parc éolien est concerné. C'est 3 mégawatts pour une installation.
En gros, c'est une façon de dire les parcs éoliens sont tous concernés. Alors, je vois que je suis un petit peu en retard, mais j'ose pas accélérer parce que c'est déjà un peu compliqué. Maintenant, je vais essayer de résumer pour ce système marché plus prime. Si le tarif, quelles sont les recettes pour un exploitant? Si on est exploitant qui vend sous le régime du tarif d'achat, vous vendez à un montant que j'appelle TE, c'est-à-dire le tarif d'achat de cette énergie. Et si vous passez en complément de rémunération, accrochez-vous à vos fauteuils, voilà la formule qui va définir les revenus que vous allez obtenir. Les revenus seront donc du prix de l'électricité sur les marchés, personne n'est capable de les prédire, et d'un complément de rémunération défini comme tel. Alors ça, c'est une formule établie par nos amis du ministère, de la Direction Générale Énergie-Climat. Je vais essayer de vous l'expliquer. Alors le premier terme, EI, c'est l'énergie produite. Le deuxième terme, TE, c'est le tarif d'achat, c'est-à-dire le tarif cible, le tarif auquel l'installation pour telle technologie est rentable. Si je reprends mon exemple d'avant, en gros, pour l'éolien, c'est 85 € par mégawattheure. Le coefficient alpha que vous voyez devant tarif, ça c'est un petit cadeau juste pour complexifier, c'est que, en gros, les gens de l'administration nous ont dit, OK, on comprend qu'il faut 85 € par mégawattheure pour qu'un parc éolien soit rentable, mais en même temps, on préférerait donner plus au début du projet et moins à la fin pour deux raisons. La première, c'est pour vous aider, ça vous fait plutôt beaucoup de cash flow au moment où il y a beaucoup de prêts à rembourser. Ouais, pourquoi pas. La deuxième, c'est que ça fait que l'aide est plutôt versée en début de projet et plutôt moins en fin de projet, ce qui fait qu'en fin de projet, la subvention en gros, devient proche de zéro, donc vous vous habituez à être au prix de marché. Donc la logique est de dire, on se rapproche progressivement du prix de marché. Donc ce coefficient alpha, il est de 1 sur toute la durée du contrat. En moyenne, il est de 1, mais en gros, au début, il sera de 1,2, 3, 4, 5, c'est pas encore fixé. Et à la fin, il sera de 0,5. Donc en gros, c'est une façon de dire que le complément de rémunération sera plus élevé au début qu'à la fin du projet. Ensuite, on a moins M0, c'est-à-dire moins le prix de l'électricité sur les marchés à cette période-là. Donc la différence entre le tarif d'achat et le prix de l'électricité sur les marchés. Si je reviens sur ma courbe, c'est ce que je montrais en rouge. On va retirer à ça la valorisation qui aura été faite sur le marché de capacité. Alors là, je ne vais pas ouvrir le tiroir du marché de capacité, sinon on a encore pour 1 heure. Mais en gros, c'est un autre truc fumeux. Alors Adrienne demande sur quel pas de temps. Je ne suis pas sûr que ce soit établi et si ça l'est, je l'ai pas en tête. Il me semble qu'on est plutôt sur du mensuel, mais il y a débat là-dessus. Donc on retire les éventuels revenus générés par le marché de capacité. Je vais pas trop en parler maintenant parce que c'est quelque chose d'assez compliqué et que dans un premier temps il n'y aura pas de revenus générés par le marché de capacité, donc ce terme sera égal à 0. Et va s'ajouter à ça une prime de gestion, c'est-à-dire que en gros vous êtes producteur éolien, si vous avez le choix et il y aura une période où vous aurez le choix de produire sur le marché sur le tarif d'achat ou sur un système marché plus prime, et ben sur le système de tarif d'achat, vous serez à 85 € par mégawattheure. Sur le système marché plus prime, vous serez dans un dispositif qui doit vous faire viser 85 € par mégawattheure, plus une petite prime, parce que vous allez avoir de la gestion en plus, et pour vous inciter à venir. Donc le montant de la prime n'est pas fixé a priori. De mémoire, en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils ont fait ça il y a assez longtemps, ils ont eu 2 ans de période test, je sais plus si ça a commencé à 4 ou 6 € par mégawattheure pour décroître progressivement à 0 et devenir obligatoire ensuite. Et j'essaie de résumer la situation dans laquelle on est ou dans laquelle on nous a mis, puisque vous imaginez bien que du côté du nucléaire, on s'est battu pour pas en arriver à cette situation-là. En gros, j'ai essayé de faire un tableau simple et qui résume, et évidemment que je ne pense pas avoir réussi. Dans ma première colonne, c'est les dispositifs qui peuvent être en tarif d'achat et en obligation d'achat, c'est-à-dire comme aujourd'hui, du tarif d'achat normal. La deuxième colonne qui s'appelle complément de rémunération en obligation d'achat, c'est-à-dire qu'on passerait en complément de rémunération, mais on resterait en guichet ouvert, pas dans un dispositif d'appel d'offres. Et la troisième colonne, c'est a priori en appel d'offres, mais ça reste encore un peu à clarifier.
Donc pour l'hydraulique, pour ceux qui s'y intéressent, on resterait en tarif d'achat un peu classique pour le moins de 500 kg et on pourrait être en complément de rémunération sans appel d'offres entre 500 kg et 1 méga, et au-dessus de 1 méga, ce serait du marché pur. Ensuite, pour l'éolien, a priori, on peut rester en tarif d'achat pour la raison que j'ai expliquée auparavant, c'est que comme le système de soutien à l'éolien a été notifié à la Commission européenne, il est robuste, il peut tenir encore quelques temps, donc a priori ça devrait tenir un petit moment. Ensuite, alors Marion, je vous propose de les noter les cycles. Ensuite, photovoltaïque, on va être pour le moins de 100 kW, on va être en tarif d'achat classique, comme aujourd'hui. Et pour le plus de 100 kW, a priori, on va être en appel d'offres. On va être en appel d'offres pour tout ce qui est plus de 100 kg. C'est déjà le cas aujourd'hui. Là où il plane un doute, c'est que on peut tout à fait, comme je vous ai dit au début, il faut bien distinguer la manière de distribuer l'aide, appel d'offres ou guichet ouvert, et le type de l'aide, un prix fixe, un tarif d'achat ou un marché plus prime. Eh bien pour le plus de 100 kW, on va être en appel d'offres pour le photovoltaïque, mais on ne sait pas à partir de quel moment ça va être un appel d'offres de type tarif d'achat. Envoyez-moi le tarif d'achat dont vous avez besoin pour être rentable et ceux qui seront les moins chers seront retenus. Et à partir de quel moment on va être en appel d'offres type complément de rémunération, c'est-à-dire envoyez-moi vos offres de complément de rémunération, c'est-à-dire ce qui vous manque pour être rentable, sachant que vous devrez vous débrouiller pour aller vendre sur les marchés. Là, on a eu déjà un début d'indice, c'est que Ségolène Royal a annoncé qu'il y aurait une simplification sur les appels d'offres. Il y aurait a priori 2 appels d'offres par an de 500 mégawatts pour le photovoltaïque au sol et 3 appels d'offres par an de 150 mégawatts pour le photovoltaïque sur bâtiment. Je vais peut-être pas tous les faire parce que normalement je pense que vous avez tous une ou deux filières de prédilection et vous avez dû vous y retrouver. On pourra peut-être à quid du biogaz, demande Métadou. A priori sur le biogaz, pour le moins de 500 kg, on doit rester en tarif d'achat avec classique comme aujourd'hui et qui plus est en plus revisité. Et pour le plus de 500 kg, a priori en appel d'offres. Voilà, je vais peut-être pas toutes les faire, sauf si vraiment il y a une filière qui vous tient à cœur. Ensuite, les conséquences, rapidement, mais je pense que vous les avez comprises. Déjà, de la complexité. J'ai fait de mon mieux pour essayer de la rendre simple, mais évidemment que vous voyez bien qu'on est sur une réforme d'une très grande complexité. Complexité égale risque, et risque égale difficulté à financer. Donc, dans un premier temps, tant que le risque sera mal identifié, nous estimons qu'il va être très difficile de faire financer les projets. Et dans un deuxième temps, quand le risque sera identifié, il sera existant, mais identifié, et donc l'accès au financement sera vraisemblablement plus cher. Et puis le troisième risque, risque ou problème, c'est que de toute façon ça va générer un nouveau métier qui s'appelle agrégateur, qui existe déjà un petit peu. C'est-à-dire que là, pour une installation Métadou par exemple, va pas aller surveiller le marché et vendre lui-même sur le marché. Bon, Métadou est à moins de 500 kilos, mais je sais pas moi, sur un projet éolien quel qu'il soit, le producteur ne va sans doute pas décider d'aller lui-même surveiller le marché et vendre sur le marché. Il va aller signer un contrat avec un agrégateur. Cet agrégateur va essayer, lui, de minimiser les risques en faisant foisonner les projets, c'est-à-dire qu'il va additionner des projets éoliens, solaires et sans doute même d'autres formes d'énergie pas forcément renouvelables pour essayer de minimiser ces risques. Et puis surtout puisque la question, je suis pas rentré dedans, mais le plus compliqué là-dedans, c'est ce qu'on appelle la gestion des écarts. C'est-à-dire qu'on annonce qu'on va produire tant à tel moment, et plus on est loin de ça, plus on a des écarts avec ce qu'on a annoncé, plus on a des pénalités. Donc pour gérer ces écarts, il va falloir passer par un agrégateur, vraisemblablement, et c'est peut-être même lui on ne sait pas encore quelles offres ils vont faire, mais peut-être que ces agrégateurs vont proposer un tarif d'achat, c'est-à-dire qu'ils vont dire, ok, je sais pas moi, telle centrale éolienne, je vous propose une garantie à tel prix. Il faudra voir quelles offres vont nous faire les agrégateurs. Mais donc, ils vont forcément prendre des frais au passage parce qu'ils travaillent pas gratuitement. Cette réforme du complément de rémunération est inquiétante parce qu'elle est complexe, mais nous sommes à peu près convaincus qu'elle va finir par marcher.
Ce sera juste plus compliqué qu'avant. Pour les appels d'offres, nous sommes beaucoup plus inquiets parce que les appels d'offres ont simplement constitué une série d'échecs en France et ailleurs sur les énergies renouvelables parce qu'il n'y a pas de visibilité sur le moyen terme, parce que de toute façon quand on a un appel d'offres, eh bien on a besoin d'un tarif d'achat plus élevé globalement, puisqu'il faut bien financer le prix des projets échoués. Que c'est une forme de contrôle par l'État et pas que pour le meilleur, puisqu'on connaît toujours des cas où des projets moins bons ont été rattrapés par l'État simplement parce que ça l'arrangeait. Exemple de la centrale biomasse de Gardanne. Mais on trouvera sans doute pas mal de cas où les appels d'offres permettent de trafiquer un peu les résultats. Difficulté surtout à insérer, alors j'ai mis la concertation, mais c'est globalement la participation citoyenne, c'est-à-dire que quand on monte un projet, c'est très difficile de faire tout le développement et toute la participation citoyenne et ensuite de soumettre un appel d'offres, parce qu'on va faire beaucoup d'investissements sans être sûr d'être retenu. Et en même temps, si on fait la participation citoyenne après l'appel d'offres, bah, c'est un peu trop tard pour faire participer les citoyens, tout est verrouillé. Donc c'est très compliqué d'arriver à faire à articuler les deux. Et puis c'est aussi difficile quand on pense au photovoltaïque à articuler la vie d'un bâtiment, c'est-à-dire le temps de l'appel de la construction, du permis de construire, etc., avec le temps de l'appel d'offres. Et puis enfin, difficulté à être compétitif pour les projets territoriaux portés par les collectivités, citoyens, autres acteurs territoriaux, parce que s'ils sont vraiment en compétition, ils vont souvent être un poil plus chers. Donc là, il y a aussi un autre risque. Simplement, il y a une possibilité, et le ministère nous l'assure, on se bat autant que possible pour ça, pour que il y ait une part des appels, soit une part des appels d'offres réservés aux projets citoyens territoriaux, soit que dans les appels d'offres, il y a un critère, une note qui permet de les favoriser. Ce qui permettrait éventuellement de dire que si pour tel projet photovoltaïque, tous les projets qui sont à moins de 120 € par mégawattheure sont retenus, peut-être que pour les projets citoyens, ça passera jusqu'à 130 ou quelque chose comme ça. On est en train d'essayer de se battre pour ça et on va voir ce que ça peut donner. J'ai été beaucoup plus long que prévu. Et donc bon courage à tous. Encore une fois, je vous prie de m'excuser pour la complexité. Non, bah, merci beaucoup Raphaël. Je crois que c'est important et une demi-heure c'est le minimum aussi. Merci pour ton effort justement de faciliter cette compréhension. Et comme tu disais, ce système est complexe et on dirait qu'il est aussi voulu pour sa complexité. Il y a deux questions. Une première question par Laurent de Éolienne en Pays d'Anceny. Une question de compréhension aussi. L'éolien terrestre est-il protégé par le tarif d'achat à 85 € le mégawattheure jusqu'en juin 2024 ou au-delà pour les contrats signés avant 2024? Alors, en gros, tous les contrats signés, tout ce qui est passé, c'est protégé. Le contrat est signé. Donc ça, on risque rien pour un contrat déjà signé. Et par contre, pour les futurs contrats éoliens, là-dessus, théoriquement jusqu'en 2024, maintenant, il est quand même assez probable que le gouvernement, avant 2024, une fois que le système complément de rémunération semble fonctionner, dise bon, les amis de l'éolien, vous allez comme tout le monde sur le marché. Mais en gros, l'éolien a la chance, a le petit luxe d'éviter d'essuyer les plâtres. Et ensuite, Adrienne demande EI énergie produite. Non, en fait, Adrienne nous a fait une traduction de ce que du complément de rémunération et de la recette, comment calculer la recette avec le complément de rémunération. Donc, on va s'en servir, je pense, pour améliorer cette partie-là. Par contre, elle pose une autre question sur les agrégateurs, justement. Quels sont les agrégateurs qui se profilent pour les projets ENR citoyens et quel impact ça a pour les petits projets? Tu en as déjà parlé sur l'éventuel coût pour les petits projets. Ouais. Alors, pour les projets citoyens, c'est les mêmes agrégateurs pour les autres. L'agrégateur prendra tout l'argent, qu'il soit citoyen ou pas. Et en gros, il y en a, je ne vais pas vous citer de nom, mais de toute façon, vous les trouverez assez facilement sur Internet par votre moteur de recherche favori ou sinon, si vous m'écrivez, je vous retrouverai les 2-3 qu'on commence à avoir sur le marché. Mais pour les projets citoyens comme sur les autres,
ils vont sans doute proposer une offre, comme je vous ai dit, je les connais pas encore et même eux-mêmes les ont sans doute pas totalement déterminées leurs offres parce que les arrêtés sont pas encore parus. Mais ils vont donner une sécurité. Plus on va demander de sécurité, plus ils vont prendre de frais et plus on va accepter de prendre de risques et moins ils vont en prendre. En gros. Et je peux pas encore vous donner l'ordre de grandeur de coût. Il se peut, si tout marche bien, que l'ordre de grandeur de coût finalement soit pas si éloigné du tarif d'achat actuel. Alors faire un agrégateur citoyen, ça pourrait très bien être Enercop, l'agrégateur citoyen, s'il estime qu'il en a qui peut porter ce risque. C'est pas simple parce qu'il faut quand même une grosse surface, parce qu'il faut arriver à faire foisonner, et notamment qu'il faut arriver à gérer les écarts. Et ça, c'est pas simple. Donc falloir évaluer les différentes offres des agrégateurs, voir si Énergie Partagée veut signer un contrat avec un agrégateur qui ferait quelque chose d'assez avantageux pour les projets citoyens. Peut-être que ça vaut le coup de faire le tour. Mais en tout cas, là, merci Marion, je suis content. Juste, les agrégateurs, de toute façon, doivent proposer, avoir des offres claires d'ici le 1er janvier, là, 2016. Où on peut déjà trouver quelques offres actuellement. Alors c'est sûr qu'ils sont en train de les concevoir depuis assez longtemps, depuis qu'ils savent que la France va se lancer dans ce dispositif. Les Allemands sont forcément un petit peu en avance parce que ça fait 3 ans qu'ils ont déjà un dispositif de ce type. Donc il y a des agrégateurs allemands qui sont venus sur le marché français. En France, on a Hydronext, je pense, qui s'est déjà manifesté. Et en Allemagne, Vattenfall, si je me trompe pas, faudrait que je vérifie, mais je crois que Vattenfall a déjà expliqué qu'il s'intéressait au marché français. Ok, on a une autre question qui est venue avant par rapport à ce contexte-là. Est-ce que l'autoconsommation serait plus facile comme modèle économique? Si c'est sur batterie, pourquoi pas? Parce que là, ça vous permet, là, vous devenez commandable et vous pouvez injecter au moment où, j'allais dire spéculer, mais le terme est négatif. Vous pouvez injecter votre production dans le réseau au moment où où c'est le plus cher. Donc, sur ce modèle-là, pourquoi pas? En même temps, bon, le modèle batterie, au clair, on n'est pas très à l'aise avec. Et l'autoconsommation standard, c'est-à-dire vente de surplus. Bon, elle existe déjà, donc elle n'est pas facilitée, elle n'est pas compliquée. Faut pas oublier que ce système-là, quand même, il va s'appliquer à des installations d'une certaine taille. Hein. C'est quand même pour le plus de 500 kilos. Donc l'autoconsommation, c'est quand même essentiellement pour du bâtiment. Plus de 500 kilos en bâtiment, c'est quand même pas très courant. Enfin, ça se fait, hein, mais donc a priori, c'est pas très lié à l'autoconsommation. Ok, on a une autre question. S'il y a beaucoup d'électricité produite, pourquoi les tarifs d'EDF vers le public augmentent-ils et les vieilles centrales nucléaires peuvent donc être fermées? Alors ça, c'est une excellente question qu'on ne manque pas de poser régulièrement parce que là, la difficulté qu'on a, c'est que le coût des renouvelables a tendance à augmenter parce que le coût des renouvelables, vous savez, celui qui est payé sur la facture avec cette taxe qu'on appelle la CSPE, c'est chaque année la différence entre le total des tarifs d'achat et le prix de l'électricité sur les marchés. Donc en ce moment, comme le prix de l'électricité sur les marchés baisse, eh bien, le coût des renouvelables pour la collectivité augmente. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, ce qu'on demande très régulièrement, c'est ok, ça coûte plus cher au consommateur parce que le consommateur paye la différence, mais il y a bien quelqu'un qui gagne cet argent à la fin puisque le coût de l'électricité sur les marchés a baissé et que le consommateur ne retrouve pas cette baisse. Donc Jean-Marc, vous posez une vraie question qu'on pose régulièrement à laquelle on n'a jamais de réponse. Ce qu'il y a, c'est que c'est essentiellement le coût des nouveaux investissements qui est nécessaire pour faire monter qui fait monter les tarifs réglementés de l'électricité. Mais si vous regardez par exemple les prix de l'électricité chez les concurrents d'EDF, ce qu'on appelle les offres de marché, aujourd'hui, elles ont réellement baissé celles-ci. Donc là, par contre, on la retrouve la différence. C'est que le tarif réglementé, pendant un temps, il servait à nous protéger ou à protéger le consommateur de hausses incontrôlées. À l'inverse, du réglementé, ça protège aussi de baisses incontrôlées. Et les vieilles centrales nucléaires peuvent donc être fermées. C'est pas moi qu'il faut convaincre.
Ok, merci. Juste en attendant que Laurent écrive sa question, est-ce que on a déjà un retour d'expérience de l'Allemagne et quelle implication ça a eu sur les projets ENR portés par les acteurs du territoire allemand? Le complément de rémunération, comme j'ai dit à la fin, même si ça paraît extrêmement compliqué, même si c'est très compliqué, les agrégateurs vont faire l'intermédiaire et même si ça peut faire baisser un tout petit peu la rémunération, moi je suis au clair, on pense que c'est peut-être un peu plus de complexité que nécessaire, c'est assurément plus de complexité que nécessaire, mais ça va marcher. Notre vraie peur, elle est sur les appels d'offres. Et en plus, sur les appels d'offres, autant sur le complément de rémunération, la France y allait un peu à reculons, un peu contrainte. Sur les appels d'offres, la France adore ça parce que ça correspond à la culture française de dire très colbertiste, l'État demande, l'État obtient. Sauf que les renouvelables, ça marche pas comme ça, c'est pratiquement le contraire de ça. Et on a déjà listé la quantité d'appels d'offres qui ont échoué, que ce soit les vieux appels d'offres éoliens qu'on appelait EOL 2005 ou le premier appel d'offres offshore. Je rappelle qu'il y a eu déjà 2 appels d'offres sur l'éolien offshore qui a toujours 0 MW, qu'il y a eu un appel d'offres sur l'éolien terrestre qui a donné 0 MW, qu'il y a eu un premier appel d'offres sur le solaire a donné 0 MW. Enfin, on a une série d'appels d'offres qui échouent et lorsqu'ils réussissent, de toute façon, c'est toujours un peu plus cher que le tarif d'achat qu'il aurait fallu pour avoir le même résultat. Donc les agrégateurs toucheront la totalité de la rémunération, achat plus complément de rémunération, et rachètent à un prix convenu par contrat au producteur. A priori, ce serait ce qui serait fait, où le producteur céderait ses droits au complément de rémunération au tarif d'achat, et c'est l'agrégateur qui s'occupe de le vendre. Donc l'agrégateur apporterait de la garantie. Le risque serait porté par l'agrégateur, a priori oui, mais contre rémunération évidemment. Alors, ce qu'il y a, c'est que la baisse des recettes, on ne sait pas exactement de combien elle sera. Et comme je vous montrais dans la formule, euh, le premier terme de la formule, je ne sais pas si je peux dessiner la... Non, ça dessine pas ça. Si. Le premier terme de la formule, celui-ci, en gros, nous dit que le complément de rémunération essaie de faire comme le tarif d'achat. Et le deuxième terme de la formule nous dit que il y aura en plus une prime de gestion. Donc, il se peut que finalement, pour le producteur, ce soit à peu près comparable au tarif d'achat et que l'agrégateur empoche juste la prime de gestion. Si tout va bien. Alors, y a-t-il un complément d'aide avec la biomasse en congé? Non, il n'y a pas de complément d'aide avec la biomasse en congé. De toute façon, il n'y a que on n'a pas droit au tarif d'achat si on n'est pas en congé. Bon, déjà, le gouvernement a jamais aimé la petite biomasse électrique, donc le tarif d'achat était réservé aux plus de 5 mégas. Je dis pas de bêtises, Adrienne. En tout cas, le tarif d'achat était réservé à des installations de plus de 5 mégawatts, si je me trompe pas. Et sinon, c'était en appel d'offres. Et de toute façon, tarif d'achat comme appel d'offres exigeait qu'on soit en cogénération parce qu'ils exigeaient un rendement minimum de 50%. Il y a une seule exception à ça, c'est si on s'appelle Gardan. Donc là, on a le droit de ne pas avoir de cogé. C'est pour ça que j'ai cité un exemple qui permet de trafiquer les résultats, c'est que avec le tarif d'achat, on ne peut pas tricher. On est obligé de rentrer dans les clous. Avec les appels d'offres, qu'est-ce qu'ils ont fait quand Gardan a soumis son projet et qui n'était pas en cogénération? Il devait être exclu de l'appel d'offres et ils ont pu être récupérés. Simplement, pour les récupérer, le gouvernement a dû retenir tous les projets qui étaient mauvais mais meilleurs que Gardan pour éviter qu'ils aillent au tribunal administratif. Bon. Ok. Bah, écoutez, à la suite de Raphaël, je vais aussi vous présenter les différents moyens là qui ont été les différents